J'ai une formation de médecin et tout à l'heure, pour répondre à la question, très vite, moi, dans l'hôpital, j'ai trouvé que ça dysfonctionnait complètement. Et j'étais assez insatisfait de mes études, donc c'est pour ça que j'ai choisi d'aller faire de la santé publique, en fait. Et je me suis spécialisé en santé publique et je me suis intéressé à l'organisation, donc j'ai fait l'ESSEC, j'ai fait d'autres trucs parce qu'il n'y avait pas de formation spécifique. J'ai bossé 10 ans dans un groupe de recherche qui s'appelait le groupe Image, à l'ENSP, peut-être que certains d'entre vous connaissent. Et puis ensuite, j'ai rejoint l'IRDES. Je sais pas, tout le monde connaît l'IRDES? Est-ce que quelqu'un ne connaît pas l'IRDES? N'ayez pas honte, hein, ça peut arriver. Parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est, surtout dans le monde hospitalier, que ce soit les médecins ou que ce soit les directeurs d'hôpitaux. Institut de recherche et de documentation en économie de la santé, c'est la branche d'économie médicale du CREDOC, créée en 1985, et qui produit depuis des années des enquêtes et des travaux sur le fonctionnement du système de santé, l'évaluation des politiques publiques. C'est notamment l'IRDES qui a créé les comptes de la santé, macroéconomique, etc. Et en fait, j'ai travaillé à l'IRDES où je me suis beaucoup investi le sujet de l'organisation des soins et des soins primaires. Et puis, je me suis aussi intéressé à la question de la ressource humaine. Puis, j'ai dirigé l'IRDES, donc j'ai une expérience aussi de direction, pas de directeur d'hôpital, directeur d'un institut de recherche. Et croyez-moi, les chercheurs, c'est aussi compliqué à manager que les médecins. Et alors, en plus, quand vous êtes médecin et que vous encadrez des économistes, je ne vous dis pas. Mais j'ai un peu vécu aussi ce que c'est, et notamment l'enjeu d'arriver à mobiliser des gens dont finalement, c'est leur motivation à produire qui fait la qualité de la production quand même. Hein. Chez les chercheurs, c'est fondamental. Je pense que chez les professionnels de santé, c'est aussi proche. Alors, j'ai raconté ça parce que finalement, dans mon parcours professionnel, j'ai commencé à l'hôpital Robert Debré. Il venait d'ouvrir. Armand Saxé était directrice. Le problème, c'était les urgences, il y a 30 ans. Enfin, 25 ans. Et j'ai travaillé sur un phénomène qu'on a étudié avec les données médico-administratives des enfants utilisateurs itératifs des urgences. Le travail que j'ai fait, j'utilisais DBAS 3 à l'époque, il y avait le DOS, il n'y avait pas Windows, et on a identifié ces gamins-là, on a calculé la fréquence, ceux qui venaient 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois par trimestre, et puis ensuite on a fait une enquête, pilotée à l'époque par Pierre Lombrail, qui m'encadrait, et on a regardé le statut vaccinal de ces enfants. Ils n'étaient pas bien vaccinés. Donc c'était des utilisateurs itératifs des urgences, et on ne faisait pas ce qu'on doit faire en soins primaires. Donc ça revient un peu sur le débat. Est-ce que les urgences, c'est les soins primaires ou qu'est-ce qu'on fait? Donc il y avait un défaut d'utilisation et c'était des gamins qui venaient du Pré-Saint-Gervais, des familles africaines qui ne savaient pas utiliser les urgences, etc. Ensuite, je me suis intéressé à l'organisation des urgences dans un département, dans la région Poitou-Charentes, en essayant de comprendre comment étaient organisés, quels étaient les trocs qui s'étaient installés entre l'ensemble des acteurs. Et à l'époque, j'ai compris que finalement, les urgences me semblaient plutôt être un marché sur lequel chacun essayait d'avoir un segment pour se positionner plutôt que d'essayer de trouver des modalités de coopération. Autrement dit, c'était plutôt de la concurrence. En fait, les choses n'ont pas fondamentalement changé, mais ce qui a changé, je pense, c'est la crise. Et je dirais, tout à l'heure, Mme Rico me disait, nous sommes plutôt optimistes. Moi, je suis plutôt très pessimiste sur l'avenir, mais j'ai des raisons d'espérer. Et puis, je pense qu'il faut effectivement se mettre dans une perspective d'action. Donc, et c'est un petit peu ça mon propos, et c'est aussi ça ce que j'ai découvert en travaillant à l'IRDES, c'est la dimension quand même protection sociale, la dimension équité, et l'enjeu principal quand même d'obtenir le mieux possible avec notre système de protection sociale. Vous disiez, madame, que les soignants nous soignaient très bien. Oui, mais ils soignent très bien parce qu'il y a un système qui finance qui est fondé sur une cotisation obligatoire, et c'est parce qu'elle est obligatoire que ça marche. Mais pour ça, ça suppose de rationaliser et de rechercher l'efficience. Et donc j'en arrive un peu à l'idée qui est que les soins primaires, c'est quand même, en tout cas, aussi un principe qui a été mis en place pour des raisons d'efficience à l'échelon macro. Alors, voilà. Je vais donner quelques définitions donc, et repères sur les soins primaires. Alors, primary care. Et nous, en France, on traduit soins primaires. Il y a des gens qui disent non, primaire, c'est low cost. Primaire, c'est pour les pays d'Afrique. Primaire, c'est pour les pays pauvres. Primaire, c'est ce qu'on va... donc en France, on ne peut pas dire soins primaires. Je pense qu'on va y arriver à la question des problèmes d'accès, des ressources limitées. Et on pourrait dire aussi soins premiers. Et puis on pourrait dire aussi... Enfin, il faut noter que c'est les primary care et pas les primary cure. Donc les Anglais font bien la distinction.
Nous, on est un peu ambigu et dans les soins primaires, on peut y mettre aussi vraiment toute une dimension santé publique prévention. Donc la définition de l'OMS en 1978 dans une déclaration à Alma-Ata, à l'époque l'OMS était pilotée par les communistes, les soviétiques, était de dire qu'il faut garantir un système d'accès aux soins pour tous, universel, mais de façon très large. On y mettait aussi l'accès à l'eau potable, les conditions de logement, l'hygiène. Donc c'est une vision très très large, très idéalisée, comme l'OMS sait bien les produire. Donc c'est arrivé. Et il y a quand même dans l'idée des soins primaires une idéologie, un idéal très fort. On peut aussi voir les soins primaires d'une façon plus opérationnelle, et c'est aussi comme ça que Aline les a présentés. C'est des fonctions du système de soins qui sont particulièrement importantes dans ce secteur du système, c'est-à-dire les fonctions d'accès aux soins, qui sont quand même profondément à l'agenda aujourd'hui, la question de la continuité, coordination et approche globale, et qui sont un petit peu toute l'absorption de la demande de première ligne. Et puis, on peut aussi définir les soins primaires par des acteurs qui y sont, et selon les pays, les acteurs ne sont pas les mêmes. On va pouvoir trouver des spécialistes dans certains systèmes, on va avoir certaines professions. Enfin, et donc, je pense que pour être le plus opérationnel possible, il faut partir des fonctions. Alors, c'est dans l'autre sens. D'accord. Ah, c'est pas là. Voilà. Alors, à l'IRDES, à un moment donné, on a travaillé sur... En fait, mon propos, c'est d'essayer de dire qu'en France, on n'a pas organisé le système en fonction des soins primaires, puisqu'on a organisé un système de solidarité et un système de soins bien avant 1978. Et quand on cherche à comparer, et donc on a organisé ce système, on a mis en place la protection maladie universelle, on a largement financé, et d'une certaine façon, on a atteint les objectifs des soins primaires, sans les nommer ou sans les mettre en exergue. Je veux dire, l'eau potable, l'hygiène, toutes les infrastructures, l'accès aux soins sont des choses qui fonctionnent en France. On a un bon système de santé. Mais quand on les compare et quand on compare différents modèles de soins primaires au sens de l'organisation des soins, eh bien, nous, on avait identifié 3 idéotypes qui sont bien sûr des idéotypes. C'est jamais aussi simple que ça. Un qu'on avait appelé un modèle normatif hiérarchisé, c'était l'idée... Alors, normatif, c'est l'idée qu'à un moment donné, on décrit dans une loi comment on va organiser le système de soins, des niveaux de recours, une première ligne. Ensuite, on va dire, on découpe en aires basiques de santé où on confie à des communes la gestion de la première ligne. On définit des ratios d'offres en fonction de la population couverte. On construit des centres de santé. Et c'est souvent des systèmes donc, où les médecins sont salariés. C'est des systèmes décentralisés. C'est des systèmes... Alors bon, les médecins sont peut-être un peu moins heureux qu'en France ou qu'en Allemagne ou qu'en Angleterre, mais en tout cas, ils sont fonctionnaires et on a un système très construit et qui fonctionne. Je veux dire, dans le schéma que nous a présenté, enfin la courbe que nous a présentée tout à l'heure Aline, l'Espagne était assez bien placée, la Suède était assez bien placée en termes de performance. Il y a le modèle qu'on a appelé professionnel hiérarchisé, c'est celui où finalement on donne un rôle important à un des acteurs du système de soins qui sont les généralistes. Et pour la petite histoire, la notion de gatekeeper, qui est le gardien de la porte, qui a été donné finalement, qui a été installé au Royaume-Uni, mais aussi en Hollande en 1941 et au Royaume-Uni en 1945, c'était l'idée que le médecin généraliste est le verrou d'accès ou la porte d'accès au système spécialisé. Beveridge était un économiste. Donc, il met en place un système de protection sociale. Il dit, pour maîtriser mes dépenses, je mets en place de la régulation. Et finalement, on confie à un des acteurs, le généraliste, la régulation économique en partie du système. Donc, il y a des listes d'attente, forcément, mais il y a un principe qui structure vraiment de façon précise le système. Donc, vous voyez bien que c'est aussi une pensée économique, une pensée d'équilibre de gestion du système. Le modèle professionnel non hiérarchisé, on l'appelle le Public Funding Private Practice, c'est le Canada, c'est l'Allemagne, c'est la France dans son histoire, où finalement, d'un côté, c'est ce que Gérard Vincent a dit, il y a l'assurance maladie qui émerge après la Deuxième Guerre mondiale. On met en place un système de protection universelle. On finance larga manu le médecin traitant pour tout le monde, le médecin de famille pour tout le monde. De l'autre côté, l'État organise le système hospitalier. Et puis, voilà, c'est les principes de la médecine libérale qui se développent. Et on a un système qui est foisonnant, qui est très accessible, qui est très confortable et qui est assez coûteux. Mais par contre, il y a beaucoup de liberté.
et qui est fondé un peu sur la concurrence. Donc aujourd'hui, ou quand on regarde, rien qu'en Europe, comment évoluent ces systèmes, eh bien, ils convergent en fait. Ils convergent, c'est-à-dire que les systèmes dans lesquels ils convergent parce qu'ils sont soumis aux mêmes contraintes et qu'ils ont les mêmes exigences. Exigences d'équité, exigences d'équilibre des financements. Donc, en fonction de la position où ils se trouvent, ils vont adapter, ils vont essayer d'emprunter aux autres systèmes. On va introduire du paiement à l'acte en Angleterre pour financer la prévention, et on a introduit de la rémunération par objectif en France pour financer de la prévention. Allez, vous voyez que c'est assez curieux, mais finalement, on va chercher à atteindre des objectifs équivalents. On va avoir de la médecine de groupe, on va avoir des besoins un peu similaires. Alors, un petit rappel historique sur les soins primaires, parce que finalement, Lucie Garcin, excusez-moi, c'est bien ça, hein, votre nom, a bien, enfin je trouve, il y a 10 ans, elle n'aurait jamais été là. Enfin, je ne sais pas, il y a 10 ans, l'ISNAR existait peut-être, mais il était à ses débuts. Mais il y a 15 ans, en tout cas, ça n'existait pas. Donc, on a progressé. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé en France ? En France, on a fait l'assurance maladie universelle en 1946, qui n'est devenue universelle véritablement qu'en 2000, avec l'instauration de la CMU. Mais avant, elle n'était pas universelle. Hein. Maintenant, on a la PMU, la protection maladie universelle. Donc, il a fallu... Enfin, ce n'est pas quelque chose qui a été opérationnel d'emblée. Et puis, en 1958, la création des CHU. Et la création des CHU, ça a été un énorme progrès, un fantastique progrès, très influencé par la pensée américaine, hein, basée sur les Academic Health Centers, mais à la française, dans une période de croissance économique, et avec cette fantastique idée de production de connaissances, recherche, pratique, formation. On met tout sur le même lieu. Et c'est ça c'est formidable, ça a été un formidable outil pour développer le système de soins, et c'est aujourd'hui un formidable frein par rapport aux enjeux de transformation qu'il y a aujourd'hui, parce que tout est construit à travers le CHU. Ça vient d'être dit, les savoirs sont construits à travers le CHU, la recherche est construite dans le CHU, donc on va s'intéresser à la biomédecine, on va s'intéresser aux problèmes de la biomédecine, on va multiplier les spécialités. Pour la petite histoire, on est passé... je travaille pour le HCAM, je suis conseiller scientifique près du HCAM, travaillé sur la médecine spécialisée, la vie, sur la stratégie de la réforme santé, puis là on travaille sur la ressource humaine. Et en fait, en France, on double le nombre de spécialités tous les 30 ans. On en a fait 44 là, dans la réforme de 2017. 30 ans avant, il y en avait 22, et 30 ans avant, il y en avait 11. Donc normalement, dans 30 ans, il y en a 88. Mais je suis pas sûr que ça ne s'arrête pas. Hein. Mais en tout cas, il y a cette logique un peu de la spécialisation. En 1978, les soins primaires apparaissent. Et j'ai mis ça quand même, parce que ça m'a frappé. J'ai des enfants qui sont ados. Enfin, j'ai deux garçons de 19 et 16 ans. Et on parle beaucoup du problème du climat, du problème de l'avenir et du problème de la croissance. Et je me suis dit, tiens, le rapport Meadows qui a été financé par le Club de Rome, c'est en 1972 qu'il est sorti, les limites de la croissance. Je trouve ça amusant de voir que... parce que c'est ça l'avenir. L'avenir, c'est quand même une perspective de croissance économique qui ne va pas être énorme. Là, on annonce quand même des récessions importantes. Donc, la question des arbitrages, la question de la rationalisation des ressources, elle est quand même posée. Là, vous voyez que je suis assez pessimiste. Et en France, donc, chose inimaginable dans la communauté médicale, un groupe de médecins crée un syndicat généraliste en 1986, et ce syndicat a dit, nous, on n'a pas les mêmes intérêts que les autres, on se fait toujours avoir parce qu'on n'existe pas, on n'est pas reconnu, on est sous-payé. Et ben, il a progressivement, alors sans doute MG France et d'autres mouvements, ont progressivement permis la reconnaissance de la spécialité, de magnifique oxymore, de médecine générale. Donc il fallait devenir une spécialité pour la médecine générale. Et on voit bien que petit à petit, ça s'est installé. Alors je mets l'examen classant national en 2002 parce que moi, quand j'ai été étudiant en médecine, on avait mis en place le résidanat parce que les internes de médecine générale, on les appelait des résidents, il ne fallait pas les appeler des internes parce que ce n'étaient pas des vrais internes. Et ils n'étaient pas admis au CHU de Rennes, ils n'étaient pas admis à l'internat pour déjeuner avec les autres internes. Je l'ai vécu, ça. Et donc, ce qu'il faut bien entendre, c'est que on a installé tout un système de hiérarchie symbolique très fort, et d'ailleurs qui embarque aussi les directeurs d'hôpitaux. Parce que quoi de plus prestigieux que d'être DG de CHU ? C'est quoi de plus prestigieux que d'être PU-PH ? Toute la hiérarchie fait que vous avez atteint le Graal quand vous êtes à la tête de ce système. Je pense que c'est ça qu'il faut renverser.
complètement. Ça va prendre du temps. Mais, mais je pense que c'est ça. Enfin, ça va prendre 15 ans, ça va prendre 20 ans. Mais c'est ça, ou rééquilibrer en tout cas, c'est ça le sujet. Voilà, bon, bah ça, définition des soins de premier recours. Donc on voit bien que petit à petit, en France, on installe des caractéristiques d'un système professionnel hiérarchisé en confiant des tâches aux médecins généralistes, et on installe aussi progressivement des mécanismes de rémunération et peut-être aussi des choses dans la loi, puisqu'en France on fait des lois, on adore les lois, et donc on définit les missions. Voilà. Donc on est quand même dans un processus progressif assez important. Donc, je viens de le dire, la reconnaissance progressive de la médecine générale. Alors, j'ai dit le médecin généraliste gatekeeper soft, parce que la réforme du médecin traitant, elle n'est pas contraignante. Vous pouvez contourner. Là, vous avez une pénalité financière si vous n'allez pas voir le généraliste. Et puis même, le spécialiste peut cocher que vous avez été voir le généraliste. Donc, c'est une pseudo-réforme. Mais elle a permis d'introduire un principe fondamental qui est de la liste de patients inscrits auprès d'un médecin. Et donc, à partir de là, vous avez des mécanismes de paiement à la patientèle et vous rentrez dans un autre système que le paiement à l'acte. Et c'est un peu tout l'enjeu maintenant de rentrer dans un système de paiement au territoire qui est posé par la CPTS. Alors j'ai mis ça un peu comme une provocation. Le médecin généraliste gatekeeper n'est-il pas un modèle dépassé ? Je ne sais pas, Pascal Gendry réagira sûrement, mais on voit bien, et dans tous les pays c'est le même sujet, la complexité des situations, les patients chroniques, le déplacement dans l'ambulatoire du soin et de situations de plus en plus complexes nécessitent de l'intervention complexe. Et donc des équipes beaucoup plus organisées et aussi plus de relations et plus de fluidité avec l'hôpital. Donc finalement, c'est le besoin aussi épidémiologique et démographique qui pousse à l'évolution. Avec la question qui commence à rentrer aussi dans la médecine de ville, mais comme elle est posée d'ailleurs aussi à l'hôpital, c'est l'introduction de management, de capacité, mais ça a été dit, de communication, de travail en équipe. Et aussi, ça, je pense, le rapprochement des approches de santé publique de la pratique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le système libéral, et là c'est une pierre dans le jardin des libéraux, et je pense que là il y a une vraie question aussi qui est posée au monde libéral, c'est qu'il permet quand même d'échapper à la contrainte. Je veux dire, vous êtes tous, vous avez la Convention nationale, vous êtes médecin traitant, bah, vous touchez les forfaits, etc. Si vous faites le boulot, bah, vous les touchez. Si vous ne faites pas le boulot, vous les touchez aussi. Donc ce n'est pas un système aujourd'hui qui est très contraignant. En même temps, ce n'est pas un système qui est super valorisant. Mais on est plutôt dans un modèle où se pose quand même la question du cavalier, enfin pas du cavalier clandestin, mais du passager clandestin, qu'on connaît aussi dans les hôpitaux. Il y a aussi des médecins qui ne sont pas toujours là quand on a besoin d'eux, donc, ou d'autres professionnels. Enfin, dans toutes les organisations, il y a des phénomènes bien sûr, de passagers clandestins. Et donc, on va aussi maintenant vers un enjeu d'organisation territoriale qui devient de plus en plus prégnant et de responsabilité populationnelle qui, à mon avis, est encore pas bien comprise par beaucoup de gens et dont on n'est pas bien clair de ce que ça veut dire. Mais on l'a évoqué et il y a certainement beaucoup de choses à préciser. Pardon, décidément. Alors pourquoi aujourd'hui ? Je viens de le dire, c'est un enjeu d'efficience. Et je crois que la raison un peu fondamentale, c'est que on a beaucoup d'argent en France et on doit pouvoir faire mieux. Et puis il faut peut-être aujourd'hui transformer le système de santé pour demain. Je veux dire, on va faire face à des chocs, on va faire face à des contraintes, on va faire face à des demandes, et il faut les anticiper. Et investir maintenant, me paraît une bonne idée. Et ce d'autant plus qu'on a une opportunité qui ne va sans doute pas durer, mais qui est que nous avons une crise démographique qui fait que des acteurs sont moins en concurrence, et donc on peut peut-être commencer à réintroduire des mécanismes de coopération, à condition de ne pas saturer le système dans 20 ans. Me semble-t-il, nous sommes en train de préparer. Mais c'est un autre sujet. Enfin, on pourra aussi en discuter. Donc, toutes les raisons qui font qu'il faut maintenant réorganiser le système par rapport à ces enjeux sont posées. Et finalement, moi, j'ai souvent l'impression, quand je passe ma vie jusqu'à maintenant à travailler, à étudier, à travailler sur des expérimentations, à évaluer ces expérimentations, à contribuer à des rapports, à des avis, accompagner des projets. Et on a l'impression, quand on a le nez dans le guidon, qu'il ne se passe rien. Mais en fait, il se passe des choses. Ça fait quand même... Moi, je trouve que le système, il bouge quand même. Alors, il bouge, mais il bouge à sa vitesse. Mais en fait, il se déplace. Il se déplace, et sans doute au gré des générations, plutôt que des grandes décisions politiques.
Pour ça, il faut aussi de la continuité. Finalement, on est un peu comme sur le sujet des retraites, au passage. Là aussi, il va falloir faire des changements sur le long terme. Pardon, décidément. Donc, on est aujourd'hui dans une réforme systémique ambitieuse. Je voulais un peu conclure là-dessus. Et il me semble que ce qui est intéressant dans la réforme actuelle, c'est qu'on essaye d'être plutôt dans un mode de traction avant que propulsion arrière. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir un projet, une visée, puisque maintenant, il y a l'idée quand même qu'on essaye de construire une première ligne, que cette première ligne, on appelle ça les soins de proximité, que peut-être ce serait une intégration avec les soins primaires, des hôpitaux de proximité, avec l'idée de construire par rapport à la demande de la population. Enfin, il y a quand même une réflexion. On est en train d'essayer de renverser ça avec l'idée de peut-être rétablir aussi les missions des uns et des autres. Peut-être que l'hôpital souffre de son obésité. Peut-être que toutes les missions qu'il veut revendiquer, il ne peut pas les assumer, qu'il faut les partager. Aline disait repartir les rôles et les missions de chacun. Est-ce que ce n'est pas ça le sujet? Est-ce que c'est au CHU de faire la promotion de la santé? Moi, personnellement, je ne crois pas. Est-ce que c'est... par contre, est-ce qu'il faut faire des interventions chirurgicales dans tous les hôpitaux de proximité ou dans des petits hôpitaux? Peut-être pas non plus. Donc c'est ça un peu qu'il faut essayer de faire. Mais pour ça, il faut une visée et il faut garder le cap. Et ça permet aussi aux acteurs de travailler leurs anticipations et peut-être de se mettre dans un processus de transformation. Je pense aussi qu'un des leviers majeurs, c'est la ressource humaine. C'est-à-dire que, et ça a été quand même assez dit, et on investit massivement, quantitativement, je pense qu'il faut aussi investir qualitativement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, si on continue à former les gens de la même façon qu'avant, on va obtenir la même chose. Garbage in, garbage out. Vous mettez des déchets à l'entrée, ça fait des déchets à la sortie. Enfin, en tout cas, donc l'idée, c'est comment on le transforme. Non, mais je... des déchets, disons, le produit sera toujours un peu le même. Donc la question, c'est comment on le fait. Ça a été évoqué, il y a des pistes qui sont engagées, mais peut-être qu'il faut accélérer ces processus-là. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Alors, oui, les leviers et les résistances, parce qu'il faut, je pense, en parler. Je pense que la ressource humaine, c'est vraiment un des leviers. Et je pense vraiment que la crise démographique met le système en tension. Moi, j'ai vécu quand même la période où il y avait trop de médecins. Où les médecins, vous faites des études de médecine, vous arrivez sur le marché du travail, vous avez un objectif de revenu cible qui peut être discutable, mais qui peut être aussi légitime. Et pour l'atteindre, eh bien, vous allez faire des remplacements, des visites à domicile, etc. Les visites ont chuté, là, depuis quelques années. Les médecins ne font plus de visites. Mais parce que le rapport de force a changé. Les médecins sont moins dans la concurrence dans le système de paiement à l'acte. Donc, quand on est moins dans la concurrence, on peut changer, parce qu'on se met dans une perspective où on peut bouger. L'aspiration vers plus de qualité de vie est aussi intéressante parce qu'elle n'est pas forcément un défaut, elle est aussi un levier parce que ça permet de réfléchir à une autre façon de s'organiser. On voit bien que c'est ça qui tire quand même beaucoup le regroupement des professionnels en ville. Les réformes, alors j'en ai parlé un petit peu, on a quand même un processus de réforme tous azimuts aujourd'hui. La réforme du 3e cycle, je pense qu'elle pose des gros problèmes parce que c'est là que le système CHU est problématique. Parce que le système CHU, il produit dans sa logique. Moi, j'ai vu le développement de la spécialité de médecine d'urgence. Est-ce que vous pensez que c'est une perspective d'être urgentiste toute sa vie? Est-ce que les gens qui s'engagent dans un DES de médecine d'urgence, qu'est-ce qu'ils vont devenir à 50 ans? Et en plus, les spécialités sont étanches, on cloisonne. Donc comment on va les recycler? Comment on va financer ça? Et vers quelles spécialités ils vont aller? Donc aujourd'hui, je crois que... Et ce qui est fascinant, c'est que la dynamique même de la... En France, en fait, on a mis un système, et moi, c'est mon explication que je propose, c'est que pour créer des postes de professeurs, il faut des cohortes d'internes. Donc, on va créer une spécialité pour avoir des postes de profs. Je pense qu'il faudrait dire non, il faut faire des postes de profs sans forcément avoir une spécialité. Il faudrait déconnecter ça, parce que sinon, on fabrique des spécialités. Moi, je suis spécialité de santé publique. On a créé ces spécialités à un moment où on pensait que ça allait diminuer le nombre de médecins prescripteurs. Et puis, il fallait peut-être des médecins pour faire le lien. Mais ça a permis de faire des postes de profs, qui, de mon point de vue, d'ailleurs, ne font pas de santé publique, en tout cas pas assez. Ils ne devraient pas être au CHU. Ils devraient être à l'ARS et à la fac. Mais bon, je mets ça aussi au débat. Des réformes très intéressantes, c'est l'universitarisation des professions de santé qui sont engagées, la création des IPA, former à l'administration de la santé, le monde médical, et peut-être à l'administration de la santé, le monde des directeurs.
C'est-à-dire ouvrir un peu les représentations. Et peut-être que l'idéal, c'est de créer une carrière d'administrateur de la santé dont le summum ne soit pas forcément la direction d'un CHU. Favoriser, alors peut-être la direction de la DGOS, peut-être, mais favoriser et soutenir les innovations organisationnelles, ça c'est un des leviers qui est fort aujourd'hui. On multiplie partout et on soutient par des mécanismes d'incitation financière en fait des nouvelles formes d'innovation. Et finalement, qu'est-ce qu'on essaye de créer? C'est un mécanisme d'incitation à l'innovateur pour faire bouger le système. Alors les résistances, le monde hospitalo-universitaire académique et l'organisation administrative. Je pense que le problème il est aussi au ministère de la Santé. J'ai été dans des réunions, moi, où les gens ne savaient pas ce que c'était l'IRDES, ne savaient pas ce que c'était l'enquête santé-protection sociale, une enquête qu'on fait auprès de 20 000 personnes tous les 2 ans et qui permet de sortir des taux, des informations sur le renoncement aux soins. C'est-à-dire que, en fait, au ministère de la Santé, tout ce qui n'est pas hospitalier, d'une certaine façon, ça n'existe pas. Et c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas une critique, c'est un peu un constat. Et donc là aussi, je vais peut-être à réfléchir là-dessus. La logique hospitalo-universitaire, le savoir de spécialiser, je ne suis pas contre la spécialisation du savoir, mais il faut la gérer. Et elle est quand même souvent basée sur l'idée du réductionnisme. Et il faut peut-être avoir une autre façon d'aborder l'organisation des soins. Il faut une pensée peut-être plus complexe. Il y a des résistances du monde professionnel dans son ensemble, qu'il soit libéral ou public, et syndical, notamment, et je pense un gros problème aujourd'hui dans le monde syndical médical, notamment chez les spécialistes, c'est l'absence de projet. Il y a un déficit d'imagination sur leur évolution qui est un vrai problème, parce que quand vous n'avez pas de vision de ce que vous allez devenir, ça pose un problème social en fait. Et donc je pense que ça fait partie des évolutions à travailler. Et puis, il y a un autre sujet qui est un vrai sujet, c'est qu'il y a quand même, quand on introduit l'idée de la responsabilité populationnelle pour des gens qui sont construits sur l'idée qu'ils sont libéraux, eh bien, ça impose des contraintes. Et il faut discuter de la façon dont, quand on est libéral, on assume des contraintes. Si on n'ouvre pas ce sujet-là, on ne va pas avancer. Reconnaître le rôle des soins primaires, mais ça a été dit. Là, je me suis amusé à prendre les données de la CNAM pour dire qu'on n'a pas refait le carré de White en France, mais on sait qu'en France, on peut dire qu'il y a 270 millions de consultations qui sont faites donc, par la médecine de ville, les médecins généralistes. 88% des gens qu'on enquête dans l'enquête ESPS sur près de 20 000 personnes déclarent voir leur médecin une fois par an, au moins dans l'année. Assez nombreux, un spécialiste. Et puis, il y a quand même 17% de la population hospitalisée par an. Donc, on a un peu les mêmes données. Il y a une autre question. Alors, je voulais introduire l'idée de cette recherche, mais ça a été évoqué dans le débat. L'exercice de la médecine générale, mais je suis le moins bien placé que mes collègues médecins généralistes pour en parler, mais c'est un mode de raisonnement complètement différent de la médecine à l'hôpital. C'est de la gestion de risque, la gestion d'incertitude. Et en fait, c'est pas plus difficile, mais c'est une responsabilité. C'est un peu comme un manager. Quand on est à la tête d'une organisation ou d'un hôpital, on décide souvent en situation d'incertitude. Eh bien, il faut savoir gérer ça. Eh bien, quand on est un médecin généraliste, on est aussi confronté à des décisions de ce type-là. Et puis, on est aussi dans un rapport différent au patient. Le patient, il n'est pas allongé, on lui fait ce qu'on veut. Là, il faut négocier, il y a un compromis. Donc, et tout ça, en fait, c'est même pas conceptualisé. Enfin, ça vient, bien sûr, mais c'est même pas enseigné, en fait, dans nos études de médecine dans les 6 premières années. Et là, il y a un enjeu de production de savoir spécifique, me semble-t-il. De la même façon, la polypathologie, on en parle tout le temps, mais on ne sait pas bien l'appréhender et on ne sait pas bien la saisir. Et donc, il y a des réflexions pour dire, aujourd'hui, il faut écouter le patient, lui faire c'est peut-être à lui d'arbitrer ses priorités, etc. Et alors là, c'est un peu, je plaide pour ma chapelle, mais je pense qu'une des façons, et c'est aussi là, pour avancer, et ça, je pense que ça concerne aussi le monde hospitalier et le monde de la ville, c'est que pour pouvoir avancer dans la transformation que l'on souhaite, il faut bien sûr faire, il faut innover, mais il faut aussi produire des connaissances sur ce qu'on fait. Il faut mettre en modéliser ce qu'on fait pour déjà le rendre visible et donc lui donner de la valeur pour le transmettre. Et donc là, j'ouvre la question sur la recherche dans ce champ-là. Elle est clairement aujourd'hui sous-financée, elle est sous-valorisée, et aussi parce que tous les tuyaux aujourd'hui vont quand même dans le système qui
est celui de la biomédecine ou qui est celui de l'hôpital. Et ça, c'est un vrai problème. Parce qu'on a besoin et c'est un autre vrai problème d'embarquer des équipes hospitalières dans des problématiques de ville. Et d'essayer de créer des communautés de recherche sur ces sujets-là, ce à quoi nous nous employons à plusieurs, notamment avec Aline, mais enfin qu'avec d'autres, pour essayer de créer un écosystème en fait, qui permettrait d'avancer dans ce sujet. Et heureusement, il y a aussi d'autres personnes à l'étranger qui s'intéressent à ces questions, donc on n'est pas tout seul. Ben voilà, je crois que j'ai terminé. Merci.